Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Liaison directe, mesdames, messieurs, où on sera donc dans quelques instants avec un chef d'orchestre qui s'appelle Steve Pancarte. Il travaille avec les plus grands musiciens, donc il a sa formation ici avec laquelle on fera connaissance dans quelques instants. Il viendra donc nous parler déjà d'une part de son parcours pour devenir aujourd'hui donc un grand chef d'orchestre. On va parler également donc du zouk avec lui, comment il perçoit le zouk, comment il voit l'évolution du zouk. Et puis, en troisième partie, nous parlerons avec lui donc de cette sortie de crise, de la perspective, comment il voit donc l'évolution après cette crise, après cette pandémie due à la COVID-19, au coronavirus. On est avec Steve Pancarte, à qui je dis bonjour. Steve, bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Liaison directe. Ça va, Steve? Oui, bonjour, ça va, Mike, et toi? Bah, écoute, on est là donc pour partager un petit moment dans cette émission spéciale Liaison directe où je donne la parole soit à un homme politique, soit à un artiste, un musicien, un sportif, un comédien. Aujourd'hui, donc, on va parler donc de musique avec toi, Steve. Steve Pancarte, présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, on se connaît donc depuis quelques années maintenant, quelques décennies, depuis 1991 où je te vois donc fouler et accompagner bon nombre de musiciens. Aujourd'hui, donc, tu es donc un chef d'orchestre alors chevronné, reconnu, tu accompagnes les plus grands, les Bierman, les Polo Albin, les Alex Catherine et consorts. Donc, je voudrais que tu te présentes devant les caméras de Télé Antilles. Ben oui, donc Steve Pancarte, 45 ans. Effectivement, j'ai démarré mon parcours musical en 1991. Euh, Tout d'abord, avant de faire la scène, j'ai œuvré, j'étais plutôt effectivement concentré sur la programmation musicale, puisque et c'est ça qui m'a amené très vite sur le clavier, puisque j'ai fait la connaissance de Thierry Gallion et de Thierry Doumergue qui faisait de la production dans le zouk, et j'étais très vite attiré et par le clavier parce que la programmation était très liée avec les synthés, et les synthés à l'époque étaient en pleine expansion, et puis sur notre culture zouk. Pour me présenter, j'ai commencé avec le groupe Avalas en 1991. Donc, de 91 à ce jour, j'ai œuvré avec 16 groupes en live. Donc, ça fait effectivement 16 groupes en 30 ans. Hein. Donc, en 91, Avala System Plus avec celui qui m'a découvert pour démarrer, faire mes premiers pas en live, Théodore Martelly, hein, qui est l'oncle à Jean-Philippe Martelly. Notre ami Théo, qu'on salue au passage. Voilà. Ouais. Et en 1991, Vision 2000 avec Jox Raymond et Robert Pancarte, qui est mon oncle, hein, avec qui j'ai fait aussi du live en 94. En 97, le groupe Rafale, Max Ludovicus et Annick Laziman et Gilbert Boutan. En 2000, les pédagogues avec Daniel Battery, Tikas et Jean-Luc Alger. En 2001, j'ai monté le groupe MVP avec Jean-Luc Alger, qui est en fait, alors le SIG c'est Moon Verpré, hein, puisque c'est très proche de Robert. Une petite parenthèse pour dire que je suis originaire de la Martinique, de la ville du Robert, donc je suis un Robertin, Ouais. voilà, de mon père Nestor Pancarte, voilà, c'était une parenthèse. Et ensuite, j'ai fait la connaissance et j'ai eu l'heureuse surprise de faire la connaissance d'Herman Fleuret et collaborer dans son groupe Force One en 2001. Et il m'a fait découvrir aussi Jocelyne Varane. En 2002, j'ai découvert le groupe, j'ai œuvré pour le groupe Fashion Love avec Claude Lange. En 2003, le groupe Willax. Donc j'ai fait la connaissance de Jean-Marc Gesbach, un très très bon bassiste, et avec son fils Greg On Gesbach. salue au passage, hein, Jean-Marc, Oui, s'il nous regarde. Ouais. voilà, Jean-Marc, tout à fait, que je salue aussi pareillement, s'il m'entend. Et il m'a effectivement fait connaître Patrick Boston, et Guitariste, oui, guitariste. excellent guitariste. Voilà. Et j'ai un petit regret d'ailleurs, hein, dans ce parcours, parce que c'est la seule personne que j'ai pas pu faire
le salon Mangrove, parce qu'à chaque fois qu'il m'appelait, j'étais toujours pris. Et il avait une formation de plus d'une centaine de musiciens. Et chaque fois qu'il m'appelait, je n'étais jamais disponible. Et que je salue d'ailleurs aussi au passage. Et ensuite, j'ai fait la connaissance de Princess Lover avec son frère Moïse. J'ai Master œuvré Remix. dans, voilà, Star Mix, tout à fait. Et Ouais. c'était dans le groupe Les Brothers, où j'ai fait la connaissance de Cyrielle dans ses premiers pas et de Jean-François Pondesi. En- JFP. JFP, tout à fait. En Mhm. 2005, j'ai œuvré pour le groupe Désir, donc des frères Désir, Jocelyn et Mathurin Désir. Ouais, J'ai fait la connaissance des débuts de Thomas Bellon et de David Blamed, qui m'ont fait d'accord. découvrir aussi Gordon Anderson. On avait fait un périple au Cap-Vert. Ça, c'était en 2005. Ensuite, j'ai rejoint la formation du groupe à Ticas en 2008. Mhm. En 2011, j'ai participé à un super concert à Chapelle des Lombards d'ailleurs, hein. J'ai intégré le groupe Excel Factory, où j'ai fait la connaissance aussi des débuts de Ralph Lavital, de Nicolas Pelage, de Dominique Lorté, Axel Zebina, et grâce à Dom O'Guise, ça c'est le groupe Excel Factory. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Oxygène des Îles avec Christian Fabroni, qui d'ailleurs, je connaissais déjà depuis mes débuts à Avala System Plus, qui était chanteur d'Avala System Plus en 91. 91, ouais. J'ai été effectivement présenté par mon oncle Robert Pancarte à Paco Manalma, puisque j'ai rejoint le groupe Mamaila en 2017. Mhm. Et ensuite, j'ai formé avec Paco en 2018 le Gang du Zouk. Et ça a mis du temps, 30 ans, donc cette année. Donc, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de créer mon organisation, le Mhm. Back in Zouk, Ouais. dans un réseau de 30 musiciens grâce à Richard Bierman, Philippe Joseph, Polo Albin, Patrick André, Jim Rama, Jesse Belval, Jean-Marie Ragal, Thierry Cam, Mehdi Gustos et mon oncle Robert Pancarte. Alors ça, c'était, voilà, j'ai retracé un peu mon parcours et voilà. Quel parcours hein, donc de chef d'orchestre. Donc, tu es clavier, hein, donc tu joues du clavier. Donc, on voit derrière toi, hein, d'ailleurs, des Oui. claviers, une guitare. Pourquoi avoir choisi, donc, d'ailleurs, cet instrument qu'est le clavier Bah, oui, justement, c'est que tout de suite, comme je vous disais, quand j'ai démarré avant de faire le live, de la programmation musicale. Et de la programmation musicale, Ouais. il fallait des claviers, il fallait du son. Donc, j'ai démarré par ça avant de faire du live. Et j'ai démarré sur du logiciel comme Notator, Cubase, vraiment Mhm. les tout premiers logiciels qui permettaient de faire de la programmation musicale électronique. Et j'étais très attiré par ça, par le son, par l'informatique, parce que j'ai fait de la MAO, la musique assistée par ordinateur. Ordinateur, ouais. Et en fait, j'ai développé mon oreille, puisque je suis autodidacte, hein, tout d'oreille. J'ai pas de partition, j'ai pas de notes. Je peux avoir une trentaine de morceaux en tête sans prendre de notes, tout dans la tête, quoi, voilà. Donc, tu veux, je Ce me qu'on a- suis vraiment. Là, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle un surdoué de la musique. Donc tu joues tout à l'oreille. Donc, tu écoutes les titres, tu n'as pas besoin de savoir. Tu sais reconnaître donc, telle ou telle note. Tu sais Oui. reproduire à la perfection sous ton clavier n'importe quelle note de musique que tu entendrais là. Alors, à la perfection, je vais pas avoir ces prétentions-là. Je Ouais. vais effectivement avoir l'aisance, effectivement, de reproduire l'essentiel. Ouais. Et ensuite, à cet essentiel, je vais apporter mon grain de sel et les sons que je fabrique, puisque je fabrique aussi du son synthé, puisque je suis un bébé des Roland D50. Enfin, ça, c'est pour les connaisseurs, les Roland D50, les Yamaha DX7. Tous Ouais. ces instruments m'ont permis effectivement de créer du son. Donc, oui, j'arrive effectivement, et c'est pour ça qu'on m'appelle souvent, parce que je sais reproduire les sons et les mélodies que me demandent tous les artistes que j'ai cités d'ailleurs avant. Véritable chef d'orchestre, mesdames, messieurs, dans cette émission Liaison directe. Il s'appelle Steve Pancarte.
chef d'orchestre, donc il accompagne bon nombre de musiciens aujourd'hui donc sur la scène zouk, mais pas seulement. Et parmi ces musiciens, parmi ceux que tu as accompagnés, donc on l'a dit, hein, d'ailleurs, on se connaît un peu plus donc depuis cette période. Alex Katkin, Richard Bierman, donc dont tu as été donc leur chef d'orchestre lors de leur premier Bataclan, donc c'était au Bataclan, donc tu les as accompagnés au Zénith, il y a eu de grandes scènes, donc tu as foulé donc de grandes scènes et tu accompagnes donc aujourd'hui à Paris tous les musiciens, tous ceux qui veulent se produire sur scène donc, en France métropolitaine et ailleurs avec des musiciens qui t'accompagnent, puisqu'aujourd'hui, donc, tu as monté, tu l'as dit, mon cher Steve, donc ta propre formation qui s'appelle d'ailleurs. Le bac Ingzouk. D'accord. Le retour au Zouk. C'est important donc de cette appellation Zouk, de cette appellation culture, patrimoine. Le Zouk, c'est important pour toi? Ah oui, c'est très important parce que je me souviens parfaitement de l'engouement du public Ouais. parce que moi j'ai une approche effectivement, je fais ça effectivement par passion et surtout pour répondre à notre public et j'ai regardé les yeux des gens quand j'ai débuté déjà avec au début avec des groupes qui n'étaient pas connus. On faisait rêver des gens, donc franchement, il y a beaucoup de choses à faire et je suis vraiment très attaché à ça. Et d'ailleurs, 30 ans, ça fait 30 ans que ça dure. Voilà. 30 ans de musique, 30 ans d'accompagnement, 30 ans. Alors, on peut le dire aussi, hein, donc, tu es un musicien donc, de live, tu fais du studio, tu fais beaucoup de programmation, mais tu es surtout un musicien de live. Tu accompagnes, donc, on l'a dit, hein, de par ta fonction, de par ta maîtrise, de par ta passion pour cette musique, les artistes qui le souhaitent. Aujourd'hui, donc, tu es un chef d'orchestre donc, connu, reconnu sur la place. Je voudrais que tu nous donnes ton avis, Steve, donc ton avis en connaisseur, en professionnel donc, de la musique comme tu es, ton avis sur notre musique, sur ce zouk qui est là, qui existe donc depuis un peu plus de 40 ans, qui a été créé et mis en place par les Kassav. Ben, en fait, oui, grâce à Kassav, il y a eu effectivement beaucoup de titres qui sont apparus. Mhm. Et en fait, ce que moi, ce que j'observe, d'ailleurs ce que j'ai observé depuis plusieurs années, c'est que notre zouk, effectivement, était une source d'inspiration. On l'entend dans d'autres musiques, dans d'autres variétés françaises. On l'entend un peu partout. On fait notre course. Sans en être fier en plus. Comment? On l'entend dans d'autres inspirations sans en être fier. Au lieu de dire, ouais, mais bon, voilà, il y a une inspiration C'est zouk. vrai, c'est vrai. Il Voilà. faut vraiment. Des Tu as fois, raison. on n'est pas toujours fier de ce qu'on a et on a une musique qui est jeune. Alors, pour toi, cette musique, ce zouk, tu penses qu'il est rempli d'avenir? Alors, on l'a souvent décrit, on l'a souvent entendu que le zouk est en perdition, est en chute libre. Le zouk, on ne retrouve pas le zouk de l'époque. Alors, je me souviens, hein, donc, quand on écoutait un Eric Bouta, on savait que c'était Eric Bouta. Quand on écoutait un Léandri, on savait que c'était Léandri. Quand on écoutait un Éric Burgal, on savait que c'était Éric Burgal. Un Patrick Rémine, on savait que c'était Patrick Rémine. Donc, ce zouk-là qui a perdu un petit peu de ses repères, de ses originalités, tu penses que cette musique, elle a encore de grandes choses à vivre musicalement? Elle peut encore Oui, évoluer? oui, elle peut tout à fait évoluer. Pourquoi? Parce que si d'autres déjà s'en inspirent, c'est qu'elle a une force déjà. Ouais. Moi, j'entends effectivement les Haïtiens jouer notre musique et il y a beaucoup effectivement de musique haïtienne qui reprennent le zouk en ce Les moment, grands classiques de zouk, ouais, surtout en effectivement. Ouais. classique de zouk. Alors, Et on je cite, discute on cite Haïti, mais on peut également citer le Brésil. le Brésil, tout Fontana à qui a repris donc des morceaux fait. de Simon Girard. Il y a plein de grands classiques comme ça qui sont repris donc, dans d'autres courants musicaux et Oui, qui remettent, qui refont vivre également cette musique zouk. ben, Boris Adélaïde, effectivement, qui a fait comment ça s'appelle, un crochet au Brésil, nous le Mhm. démontre parfaitement. C'est une musique qui est populaire, c'est une musique rythmique. Et à chaque fois, on entend toujours effectivement ce thème, ou alors les congas, on les entend du zouk. Et c'est pas anodin. Alors,
c'est vrai qu'on entend particulièrement beaucoup dire effectivement que c'est en déclin, ça perd de repères. Je pense non, je pense il y a encore temps encore de se réapproprier le zouk. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai appelé Backing Zouk parce que j'ai des projets qui sont en cours et on en reparlera tout à l'heure. Et d'autres aussi, il y a d'autres personnes, effectivement, il y a des projets qui sont en cours hein, pour ça. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut avoir beaucoup, je pense qu'on manque de confiance, effectivement, à notre culture. Il faut qu'on en ait confiance. Faut pas qu'on ait complexe. Je trouve qu'on est complexé sur cette musique parce qu'on voit d'autres faire des choses et nous, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. Mais il faut qu'on ait, je pense on a perdu confiance en ça, il faut qu'on reprenne confiance. Et je pense qu'il est pas trop tard. Non, non, il y a encore beaucoup de choses à Et- faire. mais, mais comment, justement, comment, selon toi, Steve, toi qui es donc à la tête hein, donc d'une formation, comment retrouver cette confiance perdue dans ce que nous avons de plus cher, notre patrimoine, notre culture, notre zouk? Comment retrouver la confiance? Et on retrouve la confiance dans une solidarité. Et elle existe, cette solidarité. Hum. En fait, il faut vraiment qu'on fasse un effort. Et en plus, moi, je m'inscris, d'ailleurs, le Backing Zoot s'inscrit dans cette dynamique parce que c'est un réseau de 30 musiciens. Je n'ai pas créé effectivement ce concept pour pouvoir effectivement avoir un batteur attitré, un bassiste attitré, des chanteurs. J'ai réuni tous ceux avec qui peuvent effectivement, selon de leur disponibilité, me suivre pour créer cette solidarité, pour créer cette synergie, pour créer des idées entre nous. Et en fait, c'est pour ça que moi, je suis convaincu et c'est juste qu'effectivement, il faut qu'on soit décomplexé de notre musique. Je pense qu'on est encore trop complexé et il faut qu'on reste un petit peu, enfin, faut qu'on devienne beaucoup plus solidaire. Ouais. Et c'est vrai que je pense que quand on a vu Eric Bruta ou Patrick Rémil faire leur titre, pourquoi il y avait cette originalité? Parce qu'elle existait. Elle existait, cette solidarité. Les gens se prêtaient leurs instruments, se prêtaient leurs idées, et c'est encore possible aujourd'hui. Moi, je connais des formations qui aujourd'hui, font la même chose, qui prêtent leurs idées, qui prêtent effectivement leur Ouais. talent. Ouais, mais attends, mais ceci dit, Steve, Oui, à l'époque, enfin, il y a 30 ans, il y a 40 ans, des artistes donc, se comptaient donc, sur les doigts de la main. Il y avait 10 gros calibres qui travaillaient donc, une année durant pour sortir quelque chose. Aujourd'hui, donc, on est venu dans une spirale un peu électronique. Tout le monde était un petit peu artiste, n'ayons pas peur des mots, on se dit clairement les choses. Tout le monde produit, tout le monde fait de la musique. Voilà, mon fils, on lui achète une batterie, une boîte à rythme, un ordinateur aujourd'hui. Donc, on a l'impression qu'il il y a une espèce d'ouverture, de boîte à musique. Donc, tout le monde est artiste, tout le monde crée, tout le monde peut faire des choses. Et tout le monde, alors, c'est pareil dans cette création, il n'y a pas d'originalité. On a l'impression donc tout le monde a envie donc de faire ce qui fonctionne. Je vois par exemple tout le monde sur les voix féminines, tout le monde a envie donc de faire du Stony, tout le monde a envie donc de faire du Kim, tout le monde a envie. Voilà. Il y a plus d'originalité. Donc on a eu des grandes voix. On a Tania qui chantait du Tania, Jocelyne qui chantait donc avec son timbre à elle. On a eu Edith Lefel, on a eu donc d'autres belles voix qui se sont imposées avec ce qu'elles avaient donc de plus original. oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en manque, en perte de repères et que tout le monde copie un peu tout le monde. En fait, alors je le dis, ça va peut-être faire sourire Birman, on est arrivé sur une période où on a vu les fusions qui avaient ramené un peu de violon avec Jocelyn Delumeau, avec, pas Jocelyn, mais c'est Tony Delumeau, les violons et Richard Birman. Donc tout le monde s'était mis à faire la même chose. Aujourd'hui, on est sous une autre dynamique, un peu plus, alors j'ai envie de dire, un peu plus, c'est un peu plus tendance, mais tout le monde cherche un peu à faire la même chose. Il n'y a plus d'originalité. C'est un petit peu ton avis là-dessus sur cette démarche. Ce que je peux dire, c'est que la télé-réalité en est beaucoup, beaucoup. Alors, Ouais, ouais, la ouais. technologie et la télé-réalité effectivement
a fait que les gens s'y perdent. On ne sait plus qui fait quoi. Mhm. Mais par contre, ça existe toujours. Il faut pas qu'on se trompe effectivement de créateurs. C'est pas parce qu'il y a des gens passionnés, c'est pas parce que la technologie nous est plus accessible, les instruments nous sont plus accessibles que il n'y a pas de créateurs. Il y en a. Ouais. C'est juste que comme il y en a beaucoup plus qu'avant, effectivement, on commence à s'y perdre et les choses effectivement sont beaucoup plus improvisées et il faut pas qu'on s'y perde justement parce que des créateurs, il y en a beaucoup, il y en a encore. Et ce qu'il faut, c'est créer des viviers. Et les viviers, il en existe. Sauf qu'on n'en parle pas trop parce que la télé-réalité a bouffé quelque part cette prise de conscience qu'il y avait des viviers qui existaient. Tous les groupes qu'on a cités créent encore aujourd'hui des viviers. Il y a encore des jeunes qui créent du jazz créole aujourd'hui. Il y a des écoles qui se forment. Il y a des conservatoires qui font du, comment dirais-je, qui font découvrir des nouveaux talents. Donc ça existe. Ces choses, c'est parce qu'on a accès à tellement d'informations. Les réseaux sociaux, la télé-réalité nous a égarés. Mais quand on se concentre bien sur l'information, quand on se concentre bien sur les œuvres, on sait qui sont les créateurs et ils existent toujours, sauf qu'ils prennent plus leur temps parce que ils veulent être beaucoup plus originaux. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé sur Richard Bierman, c'est qu'il prend son temps. Il a raison de prendre son temps parce que au moins, quand il va sortir son album, ben, ça aura effectivement mérite d'être quelque chose d'un peu plus réfléchi par rapport à cette multitude effectivement de styles. Ouais. Alors, je cite lui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres hein. Voilà. Ben, voilà. Alors, quel est pour toi, Steve Pankart, l'artiste, le musicien qui t'a inspiré, qui t'a donné envie donc de produire et de faire de la musique? Alors, pour commencer, c'est que vraiment ce qui m'a inspiré, c'est Gilles Fleureau. Gilles Pourquoi? Fleureau, Pourquoi Gilles j'ai Fleureau? pas eu la chance parce qu'il est mort avant, trop tôt. Hein. Ouais. J'ai pas eu la chance. C'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré par cette musique électronique qui mettait en place, par sa voix, par ses compositions. Et j'écoutais beaucoup ses musiques et aujourd'hui, j'en suis le fan, quoi. Et c'est vraiment lui qui m'a inspiré et de l'instrument et de la culture, vraiment. Après, par mon père, il y a eu aussi Paulo Albin qui m'a vraiment fortement influencé dans la musique, puisque Ouais. mon père était guitariste. D'ailleurs, mon père a fait l'école avec le père, avec, comment dirais-je, le pianiste pardon, de la Perfetta, qui est Daniel Maria Alfonsi. Ils ont fait Ouais. l'école ensemble au Robert. Sa mère était en plus, effectivement, sa grand-mère, pardon, était la prof d'anglais de mon père. Donc tout ça, ça m'a conduit naturellement vers le style. Et ensuite, Gilles Fleureau, incontestablement, a été celui qui m'a influencé dans le zouk, quoi, voilà. Ouais. Donc, c'est un artiste avec lequel tu aurais aimé collaborer, Ah faire du. oui, Ouais. Mhm. j'ai pas, je débutais quand Ouais. il est décédé. Je débutais, donc forcément, ça a été une frustration, une très grande frustration pour moi, mais ça a été rattrapé par des artistes que j'ai rencontrés. D'ailleurs, je parlerai tout à l'heure des concerts marquants pour un peu décrire ben, cette influence dans le zouk. Justement, parlons-en de ces concerts marquants. Quels Eh sont ben, les rendez-vous oui, oui. qui t'ont marqué, qui t'ont Voilà. un petit peu. Alors, Euh, je ouais, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a ouais. beaucoup trop, Mais mais qui t'ont laissé vraiment les des choses concerts marquants. indélébiles, qui t'ont laissé des choses indélébiles Voilà, c'est exactement. voilà, ouais, Alors, le premier concert marquant, c'était en 99 à la salle des fêtes de Melun, Polo Albin, avec le groupe Rafale. ouais, D'ailleurs, je salue au passage Dominique Michalon, hein, qui, elle, était comme moi, on avait le poil qui s'hérissait quand on a joué avec Polo Albin. Ça, c'était en 99. En 2001, j'ai fait la connaissance vraiment d'une artiste que j'ai gardé vraiment un souvenir. Alors, c'est Léa Galva. ouais, En 2001, elle elle m'a appelé merci à Tout-Puissant parce qu'elle aimait beaucoup comment jouer au clavier. ouais. Elle était animatrice radio en 2001 à l'Espace FM. À Espace FM, tout à fait, On ouais. avait joué pour son live
à l'entrepôt de Pantin. Il y a aussi Jean-Luc Alger, hein, avec son groupe MVP, avec le groupe que j'ai formé avec lui, MVP. On avait joué en 2004 au Crambo de Sarcelles. Ouais. J'avais découvert un bassiste vraiment qui m'avait, un jeune bassiste. C'était pour le printemps de Sarcelles, hein, donc c'était Le pour printemps de Sarcelles. une manifestation qui a été Voilà. conçue de toutes pièces, mise en place Voilà. par Jean-Pierre Passé-Cotrin, donc paix à son âme. Et puis, vous avez également travaillé avec Michael Fleuret, collaborateur également donc, sur Espace FM. Grand moment donc, de ce printemps de Sarcelles. C'était 2003-2004 hein, pour ce. Oui, 2004. 2004. Ouais. 2004, il y a 2003 le printemps, il y a aussi 2004, et surtout cette époque-là, c'est que on avait fait on a vu les premiers pas de Marco Boutan à la basse. C'était vraiment, quand je le entendais jouer, je dis c'est incroyable, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, je le salue aussi au passage. Il a chopé la guitare, la basse de son père, il s'est dit allez, oui, c'est extraordinaire. Quand on regardait jouer, on disait bon voilà les gars, il va falloir qu'on se mette au boulot, et franchement on était vraiment contents de l'entendre jouer comme ça, parce qu'il nous avait donné un sacré coup de fouet, et franchement ça valait le détour. Jeune, très jeune à l'époque. Hein. Oui, en 2004, je ne sais pas à quel âge il avait, mais il débutait, et vraiment, même comme ça, c'était impressionnant, quoi. En 2005, j'ai fait le live avec Pascal Lanclume au Palacio avec les pédagogues. En 2008, grâce à toi, j'ai pu faire la connaissance de Richard Biermann, puisqu'on avait fait en 2008 le Bataclan, le deuxième Rémi, parce que le premier Rémi, ce n'est pas moi qui l'avais fait, c'était une autre formation. Ouais. Donc, en 2008, on avait fait la deuxième édition du Bataclan à Réel Limite, et c'était grâce à toi, puisque tu m'as fait faire connaissance de. D'ailleurs, tu me dois des pépettes, hein, parce que depuis ce jour, tu es devenu donc le chef d'orchestre attitré donc, de Richard Biermann quand il est à Paris, et d'Alex Catherine. Donc voilà, en tout cas, donc, celui de Richard, j'en suis intimement persuadé. Et donc, ça a apporté également donc, une collaboration musicalement donc, sur l'artiste, sur… une amitié. Parce que franchement, avec Richard, c'était vraiment une amitié. On collabore déjà toujours, et chaque fois qu'on a des idées, on s'appelle mutuellement, chaque fois que les idées fleurissent dans notre tête. Et même pour d'autres choses, hein, on ne parle pas forcément de musique, et c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un de… Très grand moment, donc ce Bataclan, c'était donc le deuxième Bataclan, c'était au mois de novembre, me semble-t-il. Oui, c'est ça. 18 novembre de l'année, quelle année? En 2008. 2008. Et j'ai découvert un guitariste qui était Denis Louvès. Ouais. Que c'est avec lui effectivement que j'ai fait appel effectivement à Denis Louvès, et de là Denis Louvès m'a permis de connaître, effectivement, d'être un peu plus proche aussi de Jim Rama et Patrick André, puisque j'avais fait aussi le Bataclan en 2010 pour être directeur musical aussi avec Face à Face, de Face à Face au Bataclan. Ouais. Et ensuite, vraiment quelque chose, mais ça, je crois que c'est l'un de mes plus gros concerts, toujours grâce à toi et aussi à Galerotzen et à Miel Prod. D'ailleurs, je remercie beaucoup Jean-François Saint-Louis, hein, qui avait fait les images aussi à cette époque-là. C'était le Zénith de Paris avec Réel Limite. C'était vraiment pour moi le grand concert que j'ai pu faire. Et on t'enverra le petit cadeau, parce que le DVD, là, on l'a reçu donc incessamment il y a peu de temps. On t'enverra le DVD, donc tu verras que… Voilà, donc très très grand moment, donc Zénith dans des conditions un petit peu rocambolesques, puisque ce jour-là il faisait donc très très froid, il y avait de la neige donc jusqu'aux genoux à Paris, et on a su maintenir avec les autorisations qu'il a fallu aller chercher pour produire ce concert, pour que ce concert ait lieu donc au Zénith de Paris, Réel Limite avec Alex, Catherine, Richard Biermann et quelques invités, parmi lesquels Jean-Marie Gragal, Leila Chico, et aussi Jimmy Ramassaini, me semble-t-il, qui faisait partie également. Voilà, il y avait Jimmy Devarieux, Leila Chico, tout à fait. Ouais. Et ensuite,
tout de suite, ça s'est enchaîné en 2011 avec la Chapelle Lombard avec Damogis qui m'avait intégré dans son groupe Excel Ouais. Factory. Et là, j'ai fait la connaissance d'Ali Angel et Tinali. D'accord. Et en 2016 là, euh, vraiment, j'ai trouvé une artiste vraiment de cœur, vraiment de cœur. Elle m'avait effectivement dit merci pour l'avoir accompagnée à son anniversaire. C'était au Cabaret Sauvage, à son anniversaire. On avait fait un spectacle avec Herman Fleuret, Jean-Luc Alger, Patrick Benoît, Serge Ne, Cabrera. ne me dis pas qui c'est. De Ne me dis quoi? pas qui c'est. Ne me dis pas qui c'est l'artiste. Tu n'as pas dit son nom. Mais bon, tu vas me Amélie, dire Amélie. Amélie, Amélie, voilà. Amélie, tout à fait, pardon. Amélie, qui est venue donc depuis Amélie Siro, qu'on embrasse et qu'on salue au Oui. passage. Donc voilà, j'y étais aussi à ce rendez-vous, Cabaret Sauvage. Donc c'était en quelle année alors? Ah, c'est ça, c'était en 2016. 2016. Donc 2016. voilà. Et aussi un grand concert que j'ai fait, mais là, je ne faisais pas partie de son groupe, mais il a tenu à m'inviter. Et ce que je trouvais vraiment très touchant, c'est qu'il avait mis en affiche pour son groupe Chorus, hein, qui est Camille Bretter, le groupe Ouais. Chorus, artiste invité Steve Pancart. Alors j'ai trouvé quand même que c'était trop pour moi, mais j'ai trouvé ça super sympa et vraiment, c'était un grand moment que j'ai partagé avec lui. Il avait besoin d'un claviériste à ce moment-là et on avait fait un très très grand spectacle au Palacio avec le groupe Chorus. Chorus avec Tout à fait. les frères Brétière. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Télé Antilles dans cette émission Liaison directe, une réalisation signée Olivier Judith qu'on salue et qu'on remercie par ailleurs. Merci également donc à toute l'équipe de Jean-François Saint-Louis. Liaison directe, donc un artiste, un homme politique, un sportif, un comédien, donc viendra donc de temps à autre dans cette émission nous parler de lui et de son programme. Aujourd'hui, dans cette émission, je reçois pour vous donc le claviériste, donc le chef d'orchestre Steve Pancart, qui est venu donc nous parler un petit peu donc de sa carrière. Alors, moi, je tenais absolument donc à te recevoir, Steve, dans cette émission parce que, alors bien souvent, quand on va au spectacle, quand on va voir un artiste, et je sais que tu en accompagnes bon nombre, alors on ne sait pas qui est derrière. Et on sait que derrière, donc, il y a une grosse machine, il y a un chef d'orchestre, donc il y a un coordinateur, celui qui met tout en œuvre pour assurer, donc, d'une part, en répétition, pour reprendre les titres, parce qu'il faut les déchiffrer, il faut les reprogrammer, et donc derrière, donc, il y a du travail. Et parmi donc, ceux qui travaillent énormément, donc, tu es l'un de ces programmateurs donc, très demandé aujourd'hui sur la place. Alors, je le dis, hein, vous êtes derrière, donc on ne vous voit pas, mais tu es donc un arrangeur, un chef d'orchestre hors pair, reconnu par toute la profession. On va faire un petit clin d'œil sur ton groupe, donc ta nouvelle formation, donc tu nous as dit que ça s'appelle Backing Back Zouk. in Zouk. Back in Backing Zouk. Zouk. Voilà, donc super jeu de mots. Donc le retour du Zouk, on l'a dit, tu y crois. Alors Steve, juste avant donc de terminer Mhm. cette émission, cette interview réalisée donc pour Télé Antilles, comment toi tu perçois donc alors là on est dans une période un petit peu difficile. Comment tu perçois toi l'avenir, donc déjà cette sortie de crise musicale, parce qu'il faut le dire, hein, la culture a pris un bon coup avec cette Covid-19. Comment tu vois donc cette sortie? Alors, on n'a plus de spectacle, on n'a plus de concert, on n'a plus de live, on n'a plus rien, on n'a plus de soirée, plus de discothèque. Comment tu vois, toi, l'avenir et cette sortie de crise pour les musiciens et la musique en elle-même en général? Ben, en fait, je pense que naturellement, on s'est tous recentrés sur nous-mêmes. Et quand je dis ça, c'est que beaucoup on sont retournés dans les studios pour pouvoir réécrire effectivement des titres, réfléchir à des nouvelles productions. C'est pour ça que je te dis, tout tombe à point nommé, même si c'est une situation effectivement extrêmement difficile pour les intermittents du spectacle et pour les professionnels du spectacle. Euh, euh, Ça mérite quand même ce confinement et cette crise sanitaire depuis un an à ce que les gens puissent se remettre à créer. On a vu beaucoup de gens effectivement recomposer de nouveaux titres et je pense que
on parlait tout à l'heure de comment on voyait le zouk, et ben justement, il y en a beaucoup qui sont en train, qui vont nous sortir des belles choses, je pense, parce que ce confinement, il le mérite quelque part, à ce que ces personnes ont des choses à nous, à nous faire connaître, justement. Et je pense que c'est de bon augure. C'est comme si, effectivement, on avait pédalé pendant au moins 25 ans, 30 ans, et puis paf, il y a une crise sanitaire qui arrive, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retourne dans nos livres, on retourne à nos fondamentaux, et du Ouais. moins, on est revenu effectivement à plus de collaboration. Avec la nouvelle technologie, on a pu effectivement travailler à distance, plus se parler, plus se comprendre. Et donc, pour moi, c'est une belle opportunité, même si c'est une situation quand même qui reste difficile. Est-ce que tu penses que demain, après-demain, donc dans quelques temps, on pourra donc revivre, se retrouver sur scène avec ses amis, ses musiciens, donc Ben, et refaire danser, oui. faire revivre donc les grands classiques, les grands tubes comme nous le faisions il y a quelques temps? Ben, déjà, la musique, c'est la vie. Donc, s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de vie. Donc, on a bien senti qu'effectivement, Ouais. qu'il y avait encore beaucoup plus de demandes qu'avant. Mais là, on sent que, alors là, oui, effectivement, oui, on vit. Alors, on va avoir une grosse pensée pour toutes ces personnes qui nous ont quittés pendant Oui. cette crise, hein, cette pandémie du coronavirus. Mais alors là, aujourd'hui, on est dans une vie presque sans vie. Quand on ne peut pas sortir, quand on ne peut pas aller boire un verre, on ne peut pas aller en discothèque, on ne peut pas aller en soirée, on ne peut pas aller se divertir. C'est le mot qui convient. Est-ce que la vie on peut la palper comme nous la faisions il y a quelque temps. Ça, j'en suis moins sûr. Donc, c'est Ben, compliqué quand même. Et c'est compliqué pour vous, musiciens, parce que euh, alors, je sais il y a bon nombre qui ne vivent que de ça, qui ont besoin donc de la scène pour vivre, pour grandir, pour évoluer, pour se produire. Et la crise, cette crise, donc elle a tout anéanti. C'est compliqué, c'est difficile, n'ont pas peur des mots. ben, oui, c'est vrai. C'est une situation particulièrement difficile, mais qui a le mérite quelque part à ce qu'on retourne aux sources, aux fondamentaux. Quand je dis retour aux sources, c'est Non, réfléchir effectivement mais à… si, le truc, c'est que, alors, pour reprendre un terme pédagogique, oui, mais quand tu apprends ta leçon, la leçon, elle est bien sûre. À un moment donné, tu dis, bon, ben voilà, j'attends le devoir, j'attends le contrôle pour voir si elle est bien sûre. Mais si tu répètes que derrière, il n'y a pas de live, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de concert, il n'y a rien, difficile quand même de rester dans une situation Oui, de la oui, sorte. mais on a compensé comment ce manque de live? On a compensé ce manque de live par de la création. Parce Ouais, qu'il faut, effectivement, je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'ai de l'espoir, c'est parce que pendant un an, je suis resté en contact avec tous ceux avec qui j'ai travaillé, avec des producteurs, avec des créateurs de Zouk. Ils sont tous en train de faire des créations, ils ont tous l'espoir, tous comme moi. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que c'est un message d'espoir que je suis en train de lancer parce que il y a énormément de choses qui vont émerger. Alors les choses effectivement vont se faire progressivement. On ne pourra pas effectivement faire de grands concerts tout de suite. Je pense que l'année 2021, on ne va pas avoir de grands concerts comme on a fait au Zénith de Paris. Il ne faut pas rêver. Mais les choses vont se faire progressivement et il y a des choses qui se préparent. Il y a beaucoup de choses qui émergent. Et en plus, si on fait en plus donner envie aux gens d'acheter des instruments, et, alors qu'avant, ça leur disait rien, c'est qu'il y a encore de l'espoir encore. Donc, on donne encore envie aux gens, on les fait encore rêver, et crois-moi, quand je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger, et c'est effectivement progressivement, mais il y a énormément de choses. Moi, je pense que c'est un message d'espoir que je suis en train de lancer ce soir-là. très bien. Merci en tout cas, Steve, d'être venu dans cette émission pour nous parler donc de toi, hein, de ta carrière, donc de musicien, donc d'homme de potomitan, de chef d'orchestre, parce que c'est important. Hein, on l'a dit, on vit quand on va en spectacle, quand on va en soirée. Donc, on voit les artistes, on voit le chanteur, on voit les leads, ceux qui sont devant, mais derrière, on sait qu'il y a des personnes derrière. Et parmi ces personnes, il y a tous ces musiciens qui accompagnent. Et parmi tous ces musiciens, pour réunir tout ça, pour
assumer et assurer la coordination. Il y a ce qu'on appelle un chef d'orchestre, et Steve Pancard donc, était un véritable chef d'orchestre, un meneur d'hommes en tout cas, donc, en studio. Et nous tenions absolument donc, à faire cette émission avec lui voilà, sur Télé Antilles. Merci beaucoup Steve. Merci donc d'être venu nous parler un petit peu de toi. J'espère que tu le referas donc sur Télé Antilles. Quel serait ton mot de la fin, donc Steve? Quelle serait donc ta note pour rester et parler musique? Quelle serait donc ta note d'espoir pour que la musique, le live, reviennent au goût du jour et que les gens reprennent donc goût et envie à s'amuser à nouveau? Alors, si je peux me permettre, parce que je vais effectivement finir un petit peu et répondre à ta question, mais juste finir sur effectivement sur quelques collaborations que j'ai pu faire, parce que sinon il y en a qui vont vous dire, mais mince, j'ai pas envie de les oublier en fait. C'est pour ça que Ouais. je profite de ça pour leur dire. Euh, c'est aussi grâce à toi que j'ai pu effectivement connaître, euh, 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 comment dirais-je, Stéphane Ravor, Mhm. et qu'on a fait des concerts en 2017 à l'association de Sarcelles, à la présidente que je salue d'ailleurs, hein, présidente de l'association de Sarcelles, pour des matchs pardon, de football hein, qui a Mhm. lieu tous les étés justement pour Au, ça. au complexe sportif, je profite également pour saluer donc, cette municipalité avec laquelle Oui, c'est j'ai ça. beaucoup travaillé, y compris donc, Et, la maison d'outre-mer de la ville de Sarcelles, maison dirigée de par Madame Marie Cléta. Et puis autrefois, à l'époque, à la direction des sports, on avait Monsieur Yuri Sako Mazou, vraiment qui faisait confiance à l'époque. Et puis on était également en collaboration avec l'association Le Cromvo pour la mise en œuvre et oui. la mise en place donc, de ces rendez-vous à la fête du sport avec la ville de Sarcelles et saluer également donc son premier magistrat, Monsieur Patrick Haddad, qui est maire Oui. donc, de cette collectivité. J'ai travaillé également donc, avec Monsieur François Pouponi, hein, qui était également donc, ancien maire, mais toujours député de la circonscription. Et puis, puisqu'on parle de Sarcelles, on ne peut pas parler de Sarcelles sans nommer et saluer la mémoire donc, d'un grand monsieur qui a fait donc, des choses extraordinaires pour sa ville et sa communauté. C'est Jean-Pierre Passé-Cotrin qui nous a quittés il y a tout pile 5 ans. Donc, qu'il repose en paix et que sa mémoire continue donc de jaillir sur nous, sur la région. Steve, donc, avant de Et, terminer. oui, donc aussi en 2018, je tiens à saluer aussi effectivement Fred du Créole Avenue qui m'a permis de faire un deuxième grand concert qui s'est passé au Doc Pullman et le Festizouk, pardon. Ouais. C'était un grand concert qu'on a fait avec Red Limit et là que j'ai pu rencontrer Perle Lama et Jean-Michel Rotin. En 2019, grâce au Gang du Zouk, j'ai pu effectivement œuvrer avec Tania Saint-Val et Jean-Marie Ragal et Olivier Jean-Alphonse. Mhm. En 2019, le carnaval tropical avec Teddy Delacroix au Blanc-Ménil, où là j'ai pu accompagner Milka, Jessie Belval, Tinali, Léla Chico en 2019. Et ensuite, au Panthéon pour le carnaval tropical en 2019. Voilà, tout ça, ça permet effectivement de remercier toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sans ces gens, je serais personne. Je le tiens à signaler que tout seul, on n'est rien. Et je remercie du fond du cœur tous les gens que j'ai pu citer. Je m'excuse d'avance pour ceux que j'aurais pu oublier. En tout cas, le cœur y est. Et d'ailleurs, je me suis nourri de toutes ces personnes-là pour me nourrir de cette passion. Et je ne suis pas prêt d'abandonner effectivement cette passion parce que j'ai tellement de choses à donner aux gens. J'ai lu beaucoup de messages venant de tous bords, surtout du public, qui m'a dit mais continue Steve, et ben je suis là. Et cette fois-ci, c'est moi qui suis à la manœuvre dans le Backing Zouk, dans cette grosse organisation de réseau de 30 musiciens qui va œuvrer avec moi, plus de 4 organisateurs sur la région parisienne et sur toute la France. Et puis, je tiens à saluer aussi Gaïd
Thierry Ramjatan, des techniciens en mode haut vol qui m'ont aussi permis de bien travailler. Voilà. Tout ça, ça me permet effectivement de continuer ma quête vers le zouk. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve Pancarte, notre invité aujourd'hui donc, dans cette émission Liaison Directe. Merci, mesdames, messieurs. Alors, il aura encore plus de succès hein, quand on ira le saluer donc, peut-être sur un site internet, un Instagram, sur les réseaux sociaux. On peut te joindre, Steve? Oui, le Steve Backing Zouk, en fait, sur Facebook. Et j'essaierai de créer aussi un site, mais ça viendra par la suite. C'est en cours de préparation. Steve Backing Zouk sur donc, le Facebook, sa page Facebook. Merci à toi, merci à Steve, merci à vous, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez donc, depuis la France métropolitaine, depuis les Antilles, Guadeloupe, Martinique, la Guyane également. On salue la Réunion et puis on nous regarde même en Corse. Merci de nous avoir suivis donc, pour cette émission, une émission, on vous le rappelle, entièrement réalisée par notre Olivier Judith, qui nous soigne ces très, très belles images. Merci à toute l'équipe également de Jean-François Saint-Louis, la production. Merci à Télé Antilles, merci à vous et à très vite pour une autre et belle émission, Liaison Directe sur Télé Antilles. Vous le savez, que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, Télé Antilles, notre devise, c'est de rester toujours plus près de vous. Merci beaucoup, Steve. Merci à toi, Mike. Réécrire notre histoire, laisse-nous une chance ce soir. Mais replaçons nos cœurs, oui, dans le jardin du bonheur, et tout le monde avec moi. Est-ce que ça va bien? Je te promets, on y va.